Bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, nous reviendrons sur la fermeture du bureau de la CPI en Côte d'Ivoire en 2025. On ira en Guinée. Claude Pivi arrêté au Libéria et on va terminer au Mali avec les attaques à Bamako revendiquées par le JNIM proche d'Al-Qaïda et nous recevons donc nos spécialistes comme tous les dimanches au soir pour en parler. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Kolo Koulibaly. Professeur Nanlogo Koulibaly est avec nous. Bonsoir professeur. Bonsoir docteur. Et bonsoir à Bledson Mathieu. Oui, bonsoir Kolo. Et notre confrère de Fraternité Matin. Et nous terminons avec Éric Goré de la rédaction de RDI1. Bonsoir Éric. Bonsoir Kolo. Bienvenue dans le Club de la Presse. L'annonce a été faite cette semaine. La CPI va fermer son bureau en Côte d'Ivoire en 2025. Monsieur, vous nous direz ce que vous en pensez juste après cet élément de Davis Oyo. La Cour pénale internationale CPI va fermer son bureau en Côte d'Ivoire en 2025. Une délégation de la CPI a séjourné à Abidjan jusqu'au 19 septembre dernier pour formellement notifier à la Côte d'Ivoire la fermeture de ce bureau. La fermeture du bureau d'Abidjan mi-2025 s'inscrit dans le projet de budget pour 2025 de la CPI. La Cour achèvera également cette même année son programme d'assistance des victimes des crises de 2002 à 2010 après avoir réparé les préjudices subis par quelques 8000 d'entre elles. La Cour pénale internationale continuera néanmoins d'enquêter sur les crimes commis pendant les crises post-électorales de 2010 à 2011 et politico-militaires entre 2002 et 2010. Les conclusions des enquêtes seront connues en 2025. Alors, monsieur, comment vous expliquez cette décision de la Cour pénale internationale, Bledson Mathieu? Oui, d'abord, ceux même qui ont pris la décision la justifient, c'est pour des raisons budgétaires. Les pays donateurs ont réduit leur participation financière et la CPI est obligée de revoir son budget. Donc, dans ces conditions-là, ils ont préféré supprimer d'abord ce bureau qui existe depuis longtemps. Et donc, ça, c'est la première raison. Côté impression personnelle, bon, j'ai peut-être une pensée forcément et naturellement pour le personnel local, mais aussi pour l'argent que ces personnels internationaux injectent dans l'économie. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour moi? D'un point de vue purement professionnel, oui. C'est-à-dire que ce bureau-là, je me suis toujours posé la question de savoir à quoi il sert. Non pas que je doutais au départ de leurs compétences, mais quand on a vu le déroulement du procès du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, on a vraiment compris, on se demandait à quoi ils servent. Parce que c'était leur job de trouver les preuves, c'était leur job de trouver les meilleurs témoins, tout ce qui est... Et quand on a assisté au procès, on n'est même pas arrivé au procès. Le principe, le juge leur a demandé, vous avez quoi contre ces messieurs que vous poursuivez? Ils ont exposé et bon, le juge a fini par dire, bon, si c'est comme ça, c'est même pas la peine d'aller au procès. Ça veut dire que ça n'a aucune valeur en gros. Donc le procès se sont arrêtés là. Mais pendant une dizaine d'années, vous êtes sur place, on vous paye, vous faites des enquêtes, et puis ce que vous trouvez comme témoin, ce n'est pas de bons témoins, on a tout suivi, ce que vous trouvez comme une preuve, ça ne vaut rien, mais vous maintenez la poursuite et finalement on se retrouve à la fin du processus avec des accusés qu'on relâche une dizaine d'années après, des morts quand même qu'il y a eu, mais finalement on ne sait plus rien. C'est-à-dire que leur présence en Côte d'Ivoire n'a apporté aucune lucidité à notre crise. Bon, heureusement aussi que le pays a tourné le dos et que la tendance nationale est plutôt pardon à la réconciliation. Et bon, non, à ce moment-là, quand ils ferment le bureau, ben, c'est un ouf. Mais c'est une fermeture, mais ils annoncent aussi que ce n'est pas l'arrêt peut-être des activités et des enquêtes de la Cour, Lansine Bakayoko. Oui, Blaise, on a parlé des questions budgétaires pour demander le retrait de la CPI de la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que les enquêtes vont se poursuivre sous une autre forme. Mais pour moi, cette Cour pénale internationale installée en Côte d'Ivoire était devenue sans objet aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est une juridiction de recours, une juridiction qui fonctionne quand il y a des défaillances au plan local. Or, nous savons tous aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a redressé son arsenal juridique. L'appareil judiciaire a aujourd'hui toute l'expertise, tous les rudiments, tous les équipements pour pouvoir prendre en charge les questions, les crimes de toute nature.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a au moins 12 tribunaux de première instance. Et puis bon, si il y a d'autres juridictions, toute l'architecture institutionnelle est là. Et le personnel pénitentiaire a été renforcé, mais pourtant, on avait justifié la présence de cette CPI en réalité parce que la Côte d'Ivoire venait d'une crise et tout le système judiciaire était en lambeaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de raisons objectives que cette juridiction soit en place parce que c'est quand les juridictions nationales se dessaisissent ou se montrent en incapacité de juger une affaire ou de prendre en charge les affaires de crimes contre l'humanité et de terrorisme qu'on peut faire recours à la CPI. Mais vous avez vu qu'il y a des gens, des terroristes qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, ils ont été jugés par notre justice, notamment au plateau. Donc, pour moi, aujourd'hui, ils font bien de partie. C'est vrai, on peut avoir des pincements au cœur pour le personnel qui recevait de l'argent, en tout cas sous forme de salaire. Mais pour moi, sa présence aujourd'hui n'est plus tout à fait objective. Professeur Coulibaly. Bien. Je dirais plutôt que la fermeture des bureaux de la CPI à Abidjan était plutôt attendue au regard des derniers développements de la situation en Côte d'Ivoire et aussi, surtout au niveau de la décision des autorités ivoiriennes annoncée jusqu'en 2016 ou 2017 de ne plus transférer quelqu'un... 2015. 2015, voilà, de ne plus transférer quelqu'un au niveau de ce tribunal-là. À côté de ça, il faut aussi dire que en termes de réservoirs d'activité, il y avait de moins en moins de dossiers chauds. Et également, ils ont pratiquement terminé de faire les différentes enquêtes. Donc, il y aura juste, les travaux vont continuer, mais le bureau va fermer. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce renouvellement des situations, moi, je pense plutôt qu'il faut regarder la fermeture de ces bureaux comme la fin d'un cycle. C'est-à-dire que quand on parle de la CPI, cela nous rappelle nécessairement le conflit qu'on a traversé. Depuis 2002, la guerre et ensuite la crise post-électorale, il y avait une dimension de judiciarisation importante qui a été engagée. Le bureau ferme parce que Bassine parlera plutôt de complémentarité entre le dispositif national et le dispositif international. Quand le national est faible, l'international intervient. Là où on est en train d'arriver, c'est la fin au regard des dispositions, hein, l'élargissement, le processus de pacification. On est en train la fin du cycle judiciaire est arrivée. Et maintenant, il faut que, ensemble, les Ivoiriens doivent passer à un autre cap, celui de la commémoration de ce qu'on a vécu. En fait, tout le monde a été éprouvé. Chacun a souffert dans sa peau, collectivement, individuellement, on a souffert. Après, il faut utiliser, le nouveau cycle qui démarre, c'est celui de la commémoration. Ensemble, on devra regarder tout ce qui est arrivé avec un autre œil pour en faire le ferment de la construction de notre récit national. Autant la colonisation, on l'a vécu collectivement dans la souffrance, nos aïeux, autant cette crise-là, tous les Ivoiriens en ont souffert. Il faut utiliser maintenant cela pour construire l'unité nationale et considérer que c'était un passage obligé pour bâtir notre nation qui est en train de venir. C'est vraiment la lecture que j'ai faite de cette situation. Et Rigoré? Oui, je partage le même avis que mes prédécesseurs. En fait, il faut d'abord même parler de la mission de la CPI. La CPI enquête dans des pays qui ont ratifié, qui ont signé et qui reconnaissent sa compétence dans la Côte d'Ivoire. Mais la CPI enquête sur des crimes de guerre. La CPI enquête sur des crimes contre l'humanité. La CPI enquête sur des agressions. La CPI aussi enquête sur des génocides. Est-ce que tous ces qu'on a cités sont aujourd'hui présents en Côte d'Ivoire? Donc, je rejoins le professeur Nanoro qui dira que le rôle pour lequel la CPI a été invitée par les autorités ivoiriennes est terminé. Et c'est normal qu'elle plie bagage. Et surtout, aujourd'hui, notre juridiction est compétente parce que quand on parle même du procès de Laurent Gbagbo, on voit que Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI, mais condamné par la Côte d'Ivoire, pour dire que la CPI n'est pas au-dessus donc, des juridictions nationales. Elles sont compétentes. La CPI vient en dernier ressort quand il n'y a pas de système judiciaire. Donc aujourd'hui, elle est venue, elle a fait son travail, elle a
fait ses enquêtes, elle a livré donc le travail des enquêtes, elle n'a plus rien à faire en Côte d'Ivoire. On a donc apprécié sa présence parce que ça a apporté beaucoup aussi, parce que les gens ont plus peur des juridictions internationales que des juridictions nationales. Les gens, quand on parle de la CPI, ils parlent plus de la crédibilité, ils respectent plus la crédibilité des juridictions qui ne sont pas les juridictions locales. Donc aujourd'hui, elle a fait son travail et c'est normal, c'est mérité. Elle va tranquillement, on lui souhaite bon vent et je pense que c'est normal. Alors, messieurs, il y a ceux aussi qui estiment qu'il faut continuer de chercher la vérité sur les événements depuis 2000. Et est-ce que ce départ est peut-être pour eux un élément qui vient comme pour doucher cette ardeur ou cette volonté, ce souhait, Bledson? Oui, non, vous l'avez dit tout à l'heure, le départ du bureau, parce que c'est juste un bureau qui se ferme. La CPI continue de s'intéresser au cas de la Côte d'Ivoire. La CPI a dit qu'il poursuivra d'autres personnes éventuellement. Le bureau ferme parce que leur mission est terminée. Il y a quand même, on est un peu loin de la crise post-électorale. On est encore loin de 2002. Et si pendant toute cette période, ils sont restés ici, on suppose qu'ils ont pu collecter de bonnes informations. Donc ce départ n'est pas le départ de la CPI, c'est juste le bureau qui se ferme. Voilà. Un peu comme la RTI fermerait une antenne, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne met plus dans cette zone-là. Voilà. L'enseigné? Oui, moi je suis perplexe face à la complexité de ce sujet, parce que la CPI qui ferme son bureau, mais l'environnement juridique et ceux qui, tu l'as dit, Kolo, ceux qui pensent que c'est un goût d'inachevé et que la CPI devrait continuer à rester et à mener ses enquêtes, mais ces gens-là sont dans une sorte d'équilibrisme, pour ne pas dire de vengeance. Donc pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décidé de tourner la page parce qu'il y a quand même des actes juridiques qui ont été posés. Je pense notamment à l'amnistie qui a été déjà faite et la Côte d'Ivoire est en train de penser ses plaies. Et pour moi, ce serait quand même pas judicieux de venir planter à nouveau le couteau dans la plaie et le remuer. C'est vrai, on me répondra que ce sont des crimes imprescriptibles, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je pense qu'il appartient aux Ivoiriens dans leur ensemble d'abandonner ces velléités de vengeance, et comme Eric l'a dit, essayer de faire une sorte de catharsis générale pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ancienne crise ivoirienne, on voit aujourd'hui que tout le monde pense avoir raison, tout le monde pense que c'est l'autre qui a tort. Donc finalement, on est dans une sorte d'impasse sociale, politique. Pour moi, il faut commencer à faire l'impasse, j'allais dire, ce n'est pas de la tautologie, sur cette crise de 2002 et de 2010. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas le deuil, on deviendra un peu comme le Burkina, qui jusque-là n'a pas encore fait le deuil de Thomas Sankara et qui empoisonne la vie politique, la vie sociale, la vie économique même du Burkina Faso. Donc pour moi, il faut que les acteurs politiques, la population fassent preuve de dépassement. On peut comprendre les récriminations, on peut comprendre qu'il y a des douleurs qui sont enfouies, qui sommeillent dans les populations, mais pour moi, l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui vaut un certain oubli. Un oubli politique, un oubli institutionnel, mais un oubli pour la pérennité de notre nation, pour que les générations qui viennent puissent quand même oublier, passer à autre chose, amorcer le vrai développement pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens et pour la survie de notre nation. Professeur Coulibaly, c'est aussi votre avis de passer sur ces différents événements, oui. Parce qu'il y a un autre processus, la paix et la cohésion. Très bien. En fait, ce n'est pas tant que passer. Non, c'est pas une logique d'oubli, en fait. La crise, il y a eu la crise. Il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, il y a également eu des mesures d'apaisement. Vous voyez, il y a eu une loi d'amnistie, je pense bien. Ensuite, des grâces ont été accordées. Tout cela, permet de faire à ce cycle-là. Parce qu'on ne va pas rester dans la récrimination, comme retourner le couteau dans la plaie. Non, il va falloir à un moment donné passer outre ce conflit-là. L'idée, c'est la transformation du conflit. En fermant, il faut construire l'unité nationale. À partir du moment où, par les discours, on considère que nous tous, on a collectivement souffert.
En fait, on ne dira pas que Kola a plus souffert que Gorée ou que Nandourouga a plus souffert que Blesson. Non, tout le monde a souffert d'une manière ou d'une autre. Et pour construire la nation, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans les récriminations ou bien on engage, on regarde vers l'avenir et en pensant les plaies. Parce que les mesures d'apaisement vont se poursuivre. Donc ma conviction et mon point de vue, c'est que il est grand temps qu'on fasse la transformation de ce conflit-là pour en faire un ferment pour construire notre nation. C'est vraiment et je pense que les leaders d'opinion, la presse, on doit tous s'inscrire dans cette dynamique et changer notre société. C'est aussi votre avis, Éric Gorée? Oui, c'est mon avis en m'appuyant surtout sur la mission de la CPI. On a vu ici l'opération des Nations Unies qui était en Côte d'Ivoire pendant une certaine crise qui a fait qui a accompli sa tâche, qui a fait sa mission de sécurisation et après qui a terminé ce processus et qui est rentré. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le fait de la CPI envoie une certaine passion dans les populations. Quand une organisation est invitée par un pays pour un travail, je pense que le travail vient forcément à terme. Et c'est ce qui est arrivé pour la CPI. Maintenant, si on se dit que la CPI a jugé Laurent Gbagbo et que la CPI a libéré Laurent Gbagbo Blé Goudé, il faut aller chercher ailleurs. On ne tient pas compte du temps où la CPI où la CPI a jugé Laurent Gbagbo. Le moment où la CPI a jugé Laurent Gbagbo, c'est l'opposition d'alors qui disait que la justice ivoirienne n'était pas compétente et que la justice ivoirienne était partisane. Elle voulait donc une justice, comme je l'ai dit, indépendante, qui ne souffrait d'aucune influence. Et c'est comme ça que Gbagbo est allé à la CPI avec Blé Goudé. Heureusement pour eux, ils ont été libérés. Aujourd'hui, les juridictions ivoiriennes sont compétentes, elles travaillent, elles font le métier. Donc la CPI est une charge de plus, non seulement pour l'État, mais oui, elle a une présence qui n'en vaut plus la peine. D'accord, alors messieurs, je pense sur la question qu'on a fait le tour. Oui, Lansiné? Moi, je voudrais juste ajouter, ce n'est sans doute pas mon rôle, mais moi je voudrais en appeler quand même, disons, à la citoyenneté, à l'affirmation de la citoyenneté des uns et des autres. Parce que beaucoup pensent que la justice, l'équité, beaucoup pensent que c'est une question d'équilibre. Alors dès lors que Laurent Gbagbo a été transféré, il faut obligatoirement qu'on transfère les autres protagonistes aux Pays-Bas. Non, je pense que ce n'est pas ça la justice. Dès lors que on a tous vécu en Côte d'Ivoire ici. Chacun, on connaît le rôle que chacun a pu jouer. Mais la justice est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, dans la psychologie de chacun des Ivoiriens, même si certains pavoisent qu'ils ont été acquittés, mais en réalité, on sait quel est le rôle qu'ils ont joué. Mais la collecte des informations est une chose. La justice fonctionne sur la base des preuves collectées. Mais on a tous vu ici. Donc, si des gens ont été libérés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables dans la mémoire collective de chacun des Ivoiriens. Donc, pour cela, il faut qu'ils fassent profil bas et comprendre que leur acquittement ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'est comme ça que la justice fonctionne. Parce que ceux qu'ils veulent voir transférer aussi, la même justice peut prétendre qu'elle n'a pas vu de preuves. Donc, pourquoi ne pas anticiper et essayer de bâtir notre nation ensemble, essayer d'effacer les réminiscences du passé et avancer dans une nouvelle direction, la nouvelle direction qui va permettre à notre nation, qui a déjà amorcé un développement harmonieux, qui est envié de l'ensemble de l'Afrique. Parce que ça ne peut pas se faire de façon solitaire, il faut que ce soit une continuité, parce qu'en fin de compte, même si Alassane Ouattara, qui est le propulseur de ce développement, n'est plus là, il faut que la continuité soit assurée, aussi bien par le PPACI, par le PDCI, ou par n'importe quel parti qui prendra le relais. Alors, monsieur, un autre processus qui est allé jusqu'à son terme, c'est en Guinée, juste à côté. C'est le procès du 28 septembre. Alors que Claude Pivy, un acteur important de ce procès, a été retrouvé, puisqu'il était en fuite en novembre, a été retrouvé au Libéria et ramené à Conakry. On en parle avec Davis Oyo. Et juste après, on revient ici en plateau. Fin de cavale pour le colonel Claude Pivy. L'homme le plus recherché de Guinée-Conakry a été arrêté
Au Libéria, le mardi 17 septembre 2024, de sources concordantes, l'arrestation a eu lieu dans la région de Nimba, frontalière de la Guinée forestière, dans un village entre le Libéria et la Guinée. Claude Pivy s'est évadé le 4 novembre 2023 de la maison d'arrêt de Conakry. Visé par un mandat d'arrêt international, sa fuite aura duré 11 mois. La tête du colonel Pivy avait été mise à prix par les autorités guinéennes, montant 50 000 €, soit environ 33 millions de francs CFA. Le 31 juin dernier, l'ex-ministre de la Sécurité présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 25 ans dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Il a été également reconnu coupable de crimes contre l'humanité. L'ex-colonel est désormais extradé en Guinée et détenu dans la prison de Koya, à une 50aine de kilomètres de Conakry, depuis le jeudi 18 septembre dernier. Alors, finalement, la question, c'est pourquoi Claude Pivy fuyait? Petson, à votre avis? Oui, c'est vraiment une très bonne question. Pourquoi il fuyait? Parce que maintenant, on connaît son processus. Il sort de prison, il va tout droit dans son village. Du coup, je me demande pourquoi on n'a pas poursuivi. Il y reste pendant 3 jours, et puis au bout du 4e jour, il traverse juste la frontière, se met dans le village à côté. Il n'a pas allé quelque part. Et bon, vraiment, ceux qui ne l'ont pas retrouvé aussitôt n'ont fait aucun effort. Il est resté jusqu'à ce qu'il soit tombé malade. Est-ce que c'est lui-même qui s'est livré pratiquement? Parce que quand on a interrogé son avocat, il était tout heureux qu'on l'ait arrêté, qu'on l'a envoyé en prison et que maintenant il est un médecin. À la limite, son histoire me rappelle un peu celle de Sia Popo, qui a réfléchi comment voler l'argent de la BCAO et qui n'a jamais réfléchi comment il va disparaître. Du coup, on l'arrête automatiquement. Lui aussi et son fils n'ont fait aucun plan de disparition. Ils ont réfléchi comment sortir de la prison. Dès qu'ils sont sortis, ils se posent la question, mais je vais où? Conséquence, il ne savait pas où aller, il est tombé malade et bon, vraiment, on se demande même si ce n'est pas lui qui s'est livré, d'autant plus que dans l'armée qu'on appelle libérienne n'explique pas très bien la Guinée non plus. Toujours est-il qu'on a mis la main sur lui. Certaines sources disent qu'il était à la recherche de médicaments. Il était très malade. Oui. Très malade. Donc, est-ce qu'il ne s'est pas livré lui-même? Bon, voilà, à peu près. Mais on ne peut pas sortir d'une prison dans un procès aussi important que celui du 28 septembre et puis ne pas savoir où aller. Ne pas du tout savoir où aller. Vraiment, c'est... Lanciné. Moi, je pense que le colonel Claude Pivy a mal évalué le nouvel environnement sociopolitique de son pays et même l'environnement militaire. C'est parce que c'est quelqu'un qui avait été très influent au sein de l'armée guinéenne. Lui-même avait affirmé une fois que c'est lui qui était l'interlocuteur entre les soldats mutins et le général Conté, Lansana Conté, au temps où la Guinée était vraiment en proie à des mutineries diverses. Donc, pour moi, il a dû estimer qu'il avait encore des armées, des fidèles dans cette armée et que son évasion aurait pu constituer l'objet d'une révolte au sein de l'armée. Et moi, je trouve que ça a été mal évalué parce que le temps a passé et peut-être la Guinée est aussi dans un nouvel esprit. L'armée, tout le monde sait que c'était une armée désorganisée, mal équipée, indisciplinée, mais on peut tout dire, mais Alpha Condé avait quand même réussi à redimensionner cette armée, à lui donner une âme. Par exemple, en faisant l'unicité des caisses, parce que c'était comme une sorte d'armée mexicaine où chacun, un groupe de rebelles, où chaque commandant avait son unité, les gens étaient payés au lance-pierre, à la main, dans les caisses, par le commandement. Et aujourd'hui, l'armée guinéenne est en train de se restructurer. Donc, Claude Pivy a mal évalué son empathie avec cette armée-là. Parce qu'aujourd'hui, il a vu qu'il est parti, mais peut-être ses appels du pied, ses amis qui étaient restés dans l'armée n'ont pas bougé comme il aurait espéré. Et puis, quand il va au Libéria, ce n'est pas fortuit, parce qu'il a participé à au moins 2 guerres au Libéria. Donc, il a peut-être estimé que le Libéria est un pays ami, parce qu'il était parti pour la stabilisation du Libéria au moment où on était au plus fort de la crise, en Sierra Leone également. Donc, il avait peut-être pensé que ce pays aurait pu avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de lui pour que, tout au moins, qu'on puisse le protéger, ne pas l'extrader. Par ailleurs, il y a la proximité aussi de sa région, la Guinée forestière et le Libéria. Et tout ça, il a mésestimé tout ça. Pour lui, il aurait pu être protégé
il aurait pu bénéficier de complicité, mais en fin de compte, il était complètement isolé, esselé, délaissé. Et c'est pour ça que quand il a été malade, il n'avait pas d'autre choix que de se rendre. Ah, parce que pour vous, il s'est rendu. Pour moi, il s'est rendu. D'accord. Professeur Koulibaly. Bien, moi je regarde l'arrestation de Claude Puvis, qu'on appelle Coplan, ou bien Grand Co en Guinée, comme en fait, l'affaire d'un mythe. Vous savez, ça a été un grand combattant, selon ses dires. Il était réputé invulnérable aux balles. Il dit que même au combat, il n'avait même pas besoin de Kalachnikov. Lui, il va au combat, il combat naturellement. Il est invincible. En tout cas, il y a tout un mythe qui était construit autour de Claude Puvis. Donc tout cela a dû encourager sa petite équipe à organiser sa fuite, l'évasion qui était aussi spectaculaire. Donc finalement, on le présente, il est arrêté totalement affaibli et malade. Et ses avocats le disent malade. Et bon, bien. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que l'enseignant a dit, il a sous-estimé la situation, mais en fait, 15 ans en arrière, il se retrouvait c'était un mercenaire bien, il aurait constitué une milice, il aurait recruté des gens pour combattre soit au Libéria où il y avait la guerre, ou bien en Sierra Leone où il y avait ce qui était en guerre. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la pacification progressive de cette zone qui a été pendant longtemps une zone de conflit et une zone fertile pour tous ces aventuriers-là en réalité. Cette stabilisation, le Libéria, la frontière ouest de la Côte d'Ivoire, le Libéria et tout, a créé le cadre et la coopération policière s'ajoutant, a créé le cadre pour pouvoir neutraliser tous ces aventuriers-là. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est tous ceux qui sont tentés par ces doivent comprendre que force sera la loi. Et la stabilité qui est en train de retourner dans cette zone parce que vraiment, à nous tous, notre avantage permettra de mettre fin à ces aventures, parfois sans tête ni queue. Claude Puvis qui se prenait tout puissant, invulnérable, grand concubin, il a été arrêté, il est comme un vil personnage. Bon. Mais je ne te coupe pas, mais effectivement aussi le pouvoir guinéen avait considéré qu'il était effectivement une menace, pensant qu'il avait encore des soutiens dans l'armée. Parce qu'on a vu qu'il y avait des déploiements de l'armée, des troupes avaient été déployées le long de la frontière jusqu'à la Sierra Leone, à Forekaria, à Gekedou, jusqu'à Zérokouré, vers la frontière ivoirienne, jusqu'à Lola. Et donc, le pouvoir guinéen lui-même avait pensé que Claude Puvis avait encore une capacité de nuisance, mais c'est après qu'il s'est rendu compte qu'en fait, Claude Puvis n'était plus Grand Co, comme on l'a dit au procès. Oui, Eric. Oui, je vais donc emboîter le pas à Lassana Bakayoko pour dire qu'au-delà du fait que Claude Puvis réponde aujourd'hui devant la justice guinéenne pour les actes qui ont été posés au stade du 28 septembre, voilà, des centaines de manifestants donc, tués, alors qu'ils manifestaient pacifiquement, Claude Puvis était une menace. Il était une menace parce que après donc la prise de pouvoir par Alpha Condé, le président, il a fait de Claude Puvis un proche collaborateur. Et aujourd'hui, ce procès qu'on avait oublié, qui est aujourd'hui mis sur la table, juste pour écarter un certain nombre de personnalités militaires, dont le président Dadis Camara. Alors, comment comprendre que Claude Puvis, qui est donc un élément de Dadis Camara, est condamné à perpétuité quand Dadis Camara lui-même est condamné à 20 ans de prison. Donc il y a forcément quelque chose. Parce que c'est soustrait de la justice aussi. Bien sûr, voilà. C'est soustrait de la justice. Oui, ça s'explique. Oui. Il est en fuite. Il refuse manifestement que la vérité, se manifeste. Je développe. Alors même son extradition, c'est pas une extradition. Il a été remis de police en police. La coopération policière. Alors, mais je veux dire que tout ça, ça rentre dans un cadre légal. Vous l'avez dit, on l'a pris affaibli. Est-ce que on est obligé de le livrer quand on sait qu'il s'est évadé de prison? Sa vie est en danger. Son intégrité physique est menacée.
Il y a tout ça qui rentre dans un cadre légal de l'extradition. Mais quand on arrête quelqu'un aujourd'hui et que demain on l'envoie dans son pays, ça veut dire que c'est un trophée que le pouvoir de Conakry veut brandir pour dire qu'elle pense aux populations, qu'elle pense aux victimes, alors qu'en réalité elle se protège. Puisque tant qu'on n'avait pas localisé Claude Pivy, le pouvoir de Guinée tremblait encore. Oui, peut-être sur l'aspect... Oui, Bledson. Oui, il ne faut pas non plus dire qu'avec Claude Pivy, qu'on vient d'arrêter, la Guinée, c'est complètement le calme. Non, la lecture que j'ai faite est un peu plus différente. D'abord, les événements qui ont conduit à la condamnation de Claude Pivy sont intervenus à un moment où une junte au pouvoir voulait conserver le pouvoir. Aujourd'hui, on est exactement à la même phase. Le journal Doumbia a fini pratiquement, en principe en décembre, on devrait pouvoir organiser des élections. Ces élections ont été reportées. Est-ce qu'il sera candidat ou pas? Oui, il sera candidat. Son porte-parole l'a dit encore cette semaine. Bon, les mêmes faits pourraient, je ne dis pas devront, pourraient entraîner les mêmes causes. Donc, le problème n'est pas tellement Pivy. Mieux encore, ou plus grave encore, il y en a deux. Les Pivy sont deux. Celui qui est en prison n'est pas celui qui a organisé le père et le fils. Le père et le fils. Le fils est encore introuvable. Vermi est introuvable. Vermi est introuvable. Oh, c'est Vermi qui a organisé la fuite. Donc, il ne faut pas forcément dire, ah non, comment on a arrêté Claude, c'est bon, Claude, il a plus de 60 ans, il commence à prendre de l'âge, mais il y a un jeune qui est dehors, qui a été radié de l'armée et qui reste encore très proche de son père. Il y a des circonstances qui peuvent entraîner des troubles parce que les partis politiques ne veulent pas que cette jeune s'éternise. Et apparemment, la jeune a envie de faire du Dadis Camara. Donc, il y a fort à craindre que demain, il y ait des troubles. Mais monsieur, je pense personnellement que c'est quand même un élément de crédibilité du procès du 28 septembre que de ramener Claude Pivy, qui était dans ce procès. Oui, on peut voir les choses de cette manière, mais bon, le pouvoir a fait de ce procès un trophée de guerre, parce qu'en réalité, ils ont tiré deux bénéfices au moins. C'est-à-dire oublier d'abord les problèmes endogènes, Bledson en parlait, on ne veut pas organiser d'élections, on veut marcher sur les opposants, on veut se frayer un chemin. Donc, ce procès a tenu en haleine au moins pendant 2 ans la population guinéenne qui ne parlait que de ça. Et donc, avait oublié, volontairement ou involontairement, les problèmes réels des Guinéens, c'est-à-dire le processus électoral qui devait aller à son terme. Et là, sur ce point, la junte a glané quelques points. La junte aussi veut montrer que elle est là pour faire la justice, elle est là pour le passer. Donc, une sorte de récupération politique. Et moi, j'y crois parce que vous avez vu qu'ils ont ressuscité tous les objets qui cristallisaient les frustrations des Guinéens. Ils ont essayé de les réhabiliter. Je parle de Sékou Touré, Sékou Dalen a été mis à l'écart, qui incarnait, d'après la junte et la plupart des Guinéens, la prévarication, la prédation des deniers publics. Mais je pense que, pour revenir à ce que Eric a dit, le libéral n'avait pas d'autre choix que d'estrader, enfin, on va dire ça comme ça, d'estrader Claude Pivy. Parce que, en réalité, la libéral reste encore un pays extrêmement fragile. Il vient des guerres. Monrovia n'a pas encore retrouvé tous ses repères. Quand vous arrivez au Libéria, vous voyez bien que le pays est encore, n'est pas encore véritablement sorti, aussi bien psychologiquement que physiquement. On a encore des impacts de balles sur les murs. Ils n'ont même pas encore fini de réhabiliter, ne serait-ce que ce qui est physique. On ne parle même pas de ce qui est dans le cœur des Libériens. Et les zones frontalières à la Guinée, le comté de Lofa notamment, il y a encore des gens qui y sont. Et des gens comme Sékou Damaté Koné, qui ont été des commandants du LUD, n'ont pas encore réellement déposé les armes. Et puis, tout le monde sait que le processus électoral de la Guinée, on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher, parce que la junte a une réelle volonté de mettre à l'écart tous ceux qui peuvent constituer potentiellement des adversaires, putatifs ou réels. Donc, pour moi, Verny, qui est encore à l'écart, constitue toujours une menace, parce que n'oubliez pas que lui aussi c'est un officier de l'armée guinéenne et il peut y avoir des gens, et tout le monde sait que cette évasion ne pouvait pas se faire à lui tout seul. Il y a forcément eu des complicités. Ça veut dire qu'il a encore pied dans l'armée. Ça veut dire que Verny a un peu de l'aura de l'autorité. Et quand on y ajoute les questions tribales, ethniques, parce que la plupart des Guinéens, des forestiers, pensent que c'est un procès qui a été dirigé contre les forestiers et donc qui rumine une sorte de vengeance. Tout le monde sait que l'absence momentanée de Verny Pivy peut constituer quelque chose d'un peu plus grave à l'avenir.
Professeur, on ne vous voyait vraiment pas d'accord quand Eric donnait sa position sur ce retour ou l'extradition des PV. Sans être un grand spécialiste des questions d'extradition et tout, mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle la coopération policière. Judiciaire. Coopération judiciaire qui peut faciliter, qu'on peut activer pour faciliter les mouvements des personnes. On a vécu ce cas ici entre le Ghana et la Côte d'Ivoire lié à la crise post-électorale qu'on a vécue. Ce que je veux souligner aussi, c'est je suis d'accord que l'arrestation de PV n'est pas la fin de tous les problèmes en Guinée. Mais au moins, il y a un soulagement général qui est là. D'abord, les victimes, elles se sont exprimées. Voilà. Parce qu'il y avait toujours... Claude Puvis, quand on connaît la nocivité de l'individu, Claude Puvis dehors constituait vraiment une menace et une souffrance aussi pour les populations, pour les victimes des événements du 28, ça c'est clair. Donc il y a vraiment ce premier soulagement de part et d'autre. Maintenant, après, il y a le contexte guinéen avec toutes ses implications, mais en même temps, l'arrestation de Claude Puvis devra constituer un message pour la jeune elle-même. Puisque ce qui a conduit Claude Puvis à cette situation, mais ils sont en train de marcher dans les mêmes pas. Donc dans ce sens, c'est une très bonne chose. Et puis le Libéria dont on parle. Naturellement, le Libéria a ses anciens chefs de guerre, je vais peut-être me référer à la métaphore du serpent, qui sont les serpents qui sont dans les poches là-bas, et ils essaient de gérer cette situation. Donc, avec ça, ce n'est pas la peine de garder un autre individu beaucoup plus dangereux et beaucoup plus jeune que ce que la question de sécurité intérieure. Voilà. Donc tous ces éléments mis de la note ont accéléré les procédures judiciaires. Bon, en attendant de voir s'ils ont respecté tout, ont accéléré. Mais vraiment, il y a un soulagement en général qui ne garantit pas une stabilité en Guinée. Cette stabilité dépendra largement de ce que la jeune fera de la transition. Alors, moi, je reviens sur les droits de l'homme. Quand le professeur a dit tout à l'heure, il a parlé de coopération judiciaire. Effectivement, c'est la coopération judiciaire qui est appelée extradition. C'est le fait que deux États décident de coopérer pour arrêter un individu poursuivi ou condamné pour répondre devant la justice. Mais moi, je parle de droits de l'homme. Je parle d'un certain nombre de... de ces conditions d'arrestation. Voilà, ces conditions. Non, je parle même de la précipitation avec laquelle il est envoyé en Guinée. Pour vous, il fallait le laisser au Libéria? Non, je vais dire que c'est encadré. C'est encadré. Quand c'est encadré. Quand cette personne, on sent qu'elle peut subir... Mais vous savez comment Claude Puvis a quitté la Guinée par évasion, vous l'avez dit tout à l'heure. Si ses complices sont condamnés à 20 ans et que lui a perpétuité, c'est parce qu'il est parti de la prison de façon violente. Donc tout ça, on doit en tenir compte. C'est évadé. Mais on doit en tenir compte parce que son intégrité physique peut être menacée, sa vie peut être menacée. Alors, l'ancien chef d'état-major, numéro 2 de la junte militaire, qui est rentré en disgrâce avec le président Mamadou Doumbia, quand il est arrivé sans prévenir le président, quand il est arrivé de son exil, a été arrêté. Son avocat a dit, après son décès, qu'il a été assassiné. Même quand on a dit officiellement que c'est par une crise cardiaque qu'il est décédé, l'avocat soutient qu'il a été assassiné. Donc on craint pour la vie de Claude Puvis. Non, il y a une différence quand même entre il y a une différence quand même entre le cas du général Sadiba et Claude Puvis. Claude Puvis, lui, il est déjà condamné et il n'est pas condamné à mort. Et tout le monde sait que la maison centrale, la prison civile de Conakry est surpeuplée et encore les conditions sont encore plus corsées, les conditions de détention, plus que la prison de Koya. Donc, Claude Puvis, même son avocat a admis que la prison de Koya est un peu plus humanisée que la prison centrale de Conakry. Donc, pour ma part, Claude Puvis n'est pas en danger. Et je termine en disant que si le Libéria a dû extrader, c'est pour des questions de sécurité intérieure aussi pour le Libéria. Parce que si le Libéria ne le fait pas, ça peut constituer un objet de blocage entre le gouvernement de Monrovia et celui de Conakry. Et ça peut même être une patate chaude pour le Libéria. Oui, absolument. Deux choses. Alors. En fait, je comprends bien Eric, qui est dans la logique des droits de l'homiste. C'est très bien. On est tous préoccupés. Mais pensons aussi aux victimes du 28 septembre. C'est des humains aussi qui ont subi ces choses-là. À côté de ça, je vais ajouter que Copland n'est pas le premier prisonnier, ou bien la première personne arrêtée qui a été transférée. Toumba,
était un ancien fugitif aussi. Comment il s'appelle Touma Diakité. Il était à Dakar, il a été arrêté à Dakar et il a été transféré. Il n'est pas mort. Donc il y a déjà une habitude de ces choses-là. Ne nous inquiétons pas outre mesure pour ce voyou-là qui mérite de... Attention aux propos. Non, j'ai envie de lui dire que le pouvoir en Guinée aussi peut être traité de voyou. Bon, je vous ai dit, attention. Je comprends la célérité. Je comprends le fait qu'Éric relève la célérité, mais il y a un élément dont il faut en tenir compte. Il y a les droits de l'homme, il y a tout ça. Mais Pivi même voulait repartir. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un, à la limite, le policier libérien qui l'a arrêté, ça part tout de qui il s'agit, mais lui-même, il veut traverser la frontière. Entre-temps, c'est un monsieur avec qui vous partagez la même région. S'il est malade, s'il meurt dans vos mains, ses parents vont dire c'est vous qui l'avez tué. Bon, il faut mieux le laisser partir de l'autre côté. Il suffit vraiment pour ça, il y a une autre procédure. Il dit, bon, on n'est pas encore preuve, on ne sait pas trop qui s'agit, mais comme il faut aller chez eux, on le conduit jusqu'à la frontière. C'était un soldat. C'est vraiment pas quelqu'un qui a voulu aller à Monrovia. Parce qu'à Conakry, il y a un confort, il y a ses avocats, il a préféré repartir à Conakry qu'à Monrovia. Non, ça n'a pas été son avis. Peut-être que c'est votre opinion. Bon, d'accord. Alors, messieurs, on va s'intéresser à une autre situation. C'est au Mali, aspect sécuritaire. Et Bamako qui a été secoué par une double attaque. Le JNIM les a revendiqués. David Soyo. Plus de 70 morts et 200 blessés. Bilan des attaques djihadistes du mardi 17 septembre à Bamako. Selon les observateurs, c'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis ces dernières années dans les rangs des forces de sécurité maliennes. L'attaque est revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Elle intervient le lendemain du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel. Les premières détonations ont été entendues aux environs de 5 h du matin, ce 17 septembre, à Bamako. 2 lieux ont été attaqués de façon simultanée. L'école de gendarmerie du quartier de Faladier, où les tirs ont duré environ 3 heures, et une zone militaire de l'aéroport de Bamako-Sénou, où des tirs sporadiques étaient toujours rapportés en fin de matinée. Désormais, la situation est sous contrôle, rassure l'armée malienne. Elle indique mener des opérations de ratissage dans la zone. Alors, messieurs, cette incursion du JNIM en plein cœur de Bamako, est-ce une défiance pour les autorités de la transition? Oui, c'est vraiment une défiance. C'est fait inédit. C'est vrai que Bamako a déjà fait l'objet d'attaques terroristes il y a à peu près 8 ans, mais cette attaque-là est extrêmement grave. D'abord, c'est 2 sites différents qui ont été attaqués, dont le site proche de l'aéroport, le GATL entre guillemets de là-bas, et où ils étaient censés trouver tout l'appareil, tous les aéronefs des FAMA, ce qui n'a pas été vraiment le cas. Et puis aussi, c'est l'école de gendarmerie où apparemment il y a beaucoup plus de morts dans cette école. C'est vrai que le génie même a fait un communiqué et ils n'ont pas pu donner le nombre de morts simplement parce que tous les combattants qu'ils ont envoyés là-bas ont été tués. Donc ils n'ont pas eu de retour d'éléments, de preuves, même si ces combattants ont pu balancer 2 ou 3 vidéos. Et l'armée malienne aussi, le pouvoir malien n'aime pas donner de chiffres dans ce domaine-là. Donc pour l'instant, on sait qu'il y a eu des morts, on n'a aucune idée. L'armée très vite a maîtrisé le terrain parce que ce sont des gens qui sont venus se faire tuer. C'est vraiment ces gens d'attaque-là. Ils ne durent pas, ils attaquent, ils attendent que vous veniez réagir et ce sont des martyrs. Donc, maîtriser le terrain pour des martyrs, une dizaine qu'on tue, ça, c'est pas un problème. Par contre, vraiment, ça fait douter, ça fait qu'à Bamako, on a beaucoup peur, y compris aussi nous qui sommes voisins, parce que si Bamako tombe, c'est nous qui sommes encore beaucoup plus menacés. L'un des assaillants de la gendarmerie, par exemple, est leur ancien livreur de pain. Donc ça montre que le GNIM, qui est essentiellement composé de Maliens, maîtrise encore le terrain et c'est inquiétant. Voilà. Alors, on a vu plein de vidéos qui ont circulé. Lanciné ou Éric d'abord? Éric? Oui, je pense que c'est...
c'est la farce du pouvoir au Mali. Quand on a enlevé des civils, quand on les a accusés de ne pas pouvoir sécuriser les populations parce qu'il y a des attaques terroristes à l'intérieur du pays et qu'on prend ce pouvoir-là de force et qu'aujourd'hui c'est en plein cœur de la capitale, l'école de gendarmerie, l'aéroport qui est donc bombardé, c'est une farce. C'est-à-dire qu'on a vendu de l'illusion aux populations et aujourd'hui on n'est pas capable de protéger ces populations-là. Et c'est dommage. Il faut sortir des slogans qui trouvent forcément des boucs émissaires. On a insulté, on a accusé les Français, on a chassé l'armée française, on a accusé tous ceux d'autres nationalités. On a vu, je ne vais pas revenir sur les 49 soldats, mais quand on a fini de tout dire ça et qu'on vous a libéré, qu'on vous a donné votre pays et que vous ne pouvez pas aujourd'hui assurer la sécurité, mais c'est ce qui fait honte. Mais c'est pourquoi on ne peut pas donner des chiffres. La presse internationale parle de 70 morts et plus. Il y a eu plus de 200 blessés. Quand vous êtes venu, que vous avez promis tout ça, et aujourd'hui on sent que vous êtes faible, c'est mieux de reprendre votre position, repenser et surtout peut-être appeler des alliés parce qu'on ne combat pas le terrorisme seul. Le monde entier n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui à bout du terrorisme, mais le Mali... C'est un État que je respecte, mais avec quels moyens ils peuvent arriver à bout du terrorisme? Surtout que les terroristes sont des Maliens. Ce sont des petits Maliens qui sont enrôlés. Oui, l'enseignant. Oui, on voit bien que les djihadistes qui viennent jusqu'à Bamako, c'est une audace, mais davantage c'est une humiliation pour l'armée malienne. Parce que l'armée malienne a passé tout le temps à se gargariser, disant qu'elle montait en puissance. Mais on voit là que l'armée malienne est en train de descendre en profondeur, pour ne pas dire en puissance. Mais ce n'est pas nouveau, puisque tout le monde sait qu'il y a des cellules dormantes des djihadistes à Bamako. Ce n'est pas le premier fait. En 2022, on a vu que les djihadistes avaient frappé même le cœur du pouvoir à Kati, le camp Sundiata de Kati, le 22 juillet 2022, où ils avaient provoqué des morts. Je rappelle que c'est dans ce camp que réside le chef de la junte, Assimi Goïta. Et puis, c'est pas seulement à Bamako, il y a eu aussi des bases, des zones névralgiques où les djihadistes sont venus attaquer. Et vous avez vu qu'ils sont venus attaquer au camp militaire de Sévaré, dans le centre Agnono, à Bandiagara, et ils sont même descendus dans le sud, pas très loin de la frontière ivoirienne, à Koutiala et à Kolokani, où ils ont frappé. Donc, pour moi, et puis les cibles, c'est quoi? C'est la gendarmerie, c'est l'école gendarmerie qui est une sorte de forteresse, et puis c'est la base aérienne de Bamako. Ça veut dire que ces gens ce n'est pas comme d'habitude où ils viennent dans une sorte de clandestinité pour s'en prendre à quelques civils, pour marquer le coup. Mais cette fois, c'est une guerre totale qui est ouverte contre l'armée malienne. Mais je pense que l'armée malienne paye le prix de sa forte propension au maquillage des faits. Parce que la réalité est tout autre. On voit aujourd'hui que l'armée malienne, cette année par exemple, il y a 5 000 morts au moment où nous parlons dans la population, y compris l'armée malienne. Bon, c'est 12 000 au total pour les pays de l'AES pour cette année 2024, mais le Mali, c'est 5 000. Et en nette augmentation par rapport à l'année dernière où il y avait à peu près 3 900 morts. Donc, pour moi, c'est une armée qui est en déliquescence, malgré tout le ronronnement qui s'opère sur les médias et dans les sphères officielles. L'armée malienne n'a pas la capacité aujourd'hui de faire face aux djihadistes. Et puis, en réalité, on peut le regretter, mais l'armée islamiste est en train de monter en puissance. Parce que les frappes qui ont eu lieu, les troupes de Yad Gali ont estimé que ce n'était pas la fin. Et le Mali aujourd'hui est en train de chercher ses repères. Vous avez vu qu'ils ont essayé de démanteler même des parcs à bétail à Faladier, parcs à bétail où ils disent que c'est là-bas que les gens étaient. Ça veut dire que c'est une armée qui est dans la débandade et qui cherche encore des boucs émissaires en son sein. Mais pour moi, le Mali doit revisiter sa copie, comprendre qu'il ne peut pas combattre seul, même avec les pays de l'AES, parce que pour la prochaine fois, on ne sait pas si ça sera à Koulouba que les djihadistes iront rendre visite aux institutions de la République.
Oui, professeur Koulibaly. Merci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces attaques en plein Bamako et puis le changement des cibles, plutôt que de s'en prendre à des petits civils, des voyageurs et tout, on attaque des cibles militaires. On peut la considérer comme une attaque complexe qui vient mettre en évidence encore, je ne sais même plus s'il faut parler des périls, des défis sécuritaires ou des périls sécuritaires finalement pour Bamako. Parce que la situation est suffisamment grave et on comprend enfin que la victoire contre les mouvements rebelles du Nord, en fait, n'était qu'un petit succès d'étape. Et aujourd'hui, il y a une sorte de conversion et la porosité entre les combattants des groupes rebelles et des groupes islamistes est tellement énorme que c'est finalement la même chose au bout du compte. Donc, en réalité, de tout ce temps, on n'a pas fait un seul pas en avant. La situation sécuritaire au Mali, elle reste telle qu'elle. La paix n'est pas gagnée. Et, comme il l'a dit, il gagnera à réviser la copie et à travailler davantage à assurer la sécurité des populations et des biens. Plutôt que de consacrer l'énergie maximale à protéger les petits pouvoirs, en fait. Oui, messieurs, alors on va aller vraiment rapidement sur cette dernière question. Est-ce que les locataires de Koulouba, bon, disons de Kati aussi, est-ce qu'ils vont réagir? Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, pour l'instant, hier, le président malien a fait un discours, c'est juste pleuré. Bon, parce que le Mali a décidé de fonctionner seul avec l'appui des mercenaires russes. Bon, on ne peut pas même dire avec l'appui des pays de l'AES, puisque chaque pays de l'AES est confronté à beaucoup plus de difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Burkina n'a aucun moyen de solder lui-même ses attaques pour dire je vais aller soutenir le Mali. Et le génie règne. Le génie règne parce qu'eux, ils maîtrisent totalement le terrain et ils sont à terre. L'armée malienne est en haut. Et en haut, tu ne verras absolument rien. C'est l'une des choses qu'on leur reproche le plus. Il est temps de descendre, il est temps pour eux aussi de fortifier leur service de renseignement parce que quand même en juin, la Russie, qui sont obligés d'écouter, a déconseillé Bamako à ses partisans, à ses ressortissants. Cela veut dire qu'il y avait la menace, c'est vraiment... On va aller rapidement l'enseigner. Assimi Goïta a fait 17 minutes de discours hier à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance qu'ils sont en train de célébrer aujourd'hui. Mais il a consacré, il s'est borné à parler de prouesses au plan économique et au plan social que les Maliens peinent à voir. Il a parlé des questions d'électrification et de questions sociales, mais je pense que les Maliens aujourd'hui doivent comprendre que le gouvernement qu'ils ont n'est pas en capacité, parce qu'il faut que la junte commence à dire les choses telles que c'est. Voyez-vous, mais sur le marché financier de l'UEMOA, le Mali a récolté 479 milliards cette année pour pouvoir financer le déficit budgétaire dans lequel ils sont. Ça veut dire que certains pays ne peuvent pas se passer de la communauté internationale comme ils veulent le faire croire. On ne peut pas vivre en autarcie, en tout cas au XXIe siècle. Professeur. Je ne vois vraiment pas de capacité de réaction à part la rhétorique d'autoglorification de soi, qui n'aboutit en réalité à rien. Je me dis que la population malienne est prise en otage par les autorités maliennes et c'est la population qui paye le lourd tribut, malheureusement. Alors, messieurs, merci. Lansidi Bakayoko, Bledson Mathieu, professeur Nandrougo Koulibaly, Éric Goré. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.